Bonjour à tous, alors suite du cours sur la France des années 30, le Front populaire, et puis aujourd'hui nous allons parler des grèves de 1936, qui ont été les plus importantes dans l'histoire de France. Donc je vous rappelle quelle est la problématique de notre cours, donc nous allons expliquer pourquoi la France est représentative des démocraties fragilisées au cours des années 30, ça c'est notre programme de troisième. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi des grèves éclatent-elles dès la victoire du Front populaire en 1936. Et puis si vous arrivez ou si vous avez du mal à vous localiser ou situer par rapport à notre chapitre, donc voilà où nous en sommes. Donc nous avons vu d'abord que la France était en crise, crise économique, crise politique, crise militaire. Il y a eu des élections en 1936 qui ont amené au pouvoir cette alliance des partis de gauche qu'on appelle le Front populaire. Donc nous sommes ici avec les grèves de 1936, et puis il nous restera à voir les réformes du Front populaire. Ça, ce sera la prochaine leçon. Donc, vous vous rappelez de la victoire du Front populaire en 1936. Léon Blum devient le Premier ministre, le président du Conseil. Alors, on pourrait s'attendre effectivement à ce que les ouvriers et les électeurs du Front populaire soient extrêmement heureux et manifestent leur joie en défilant dans les rues de Paris. En fait, ils vont se mettre en grève. Vous allez avoir des grèves immédiates dès l'annonce des victoires du Front populaire. Et vous avez un témoignage de cela, un témoignage de l'écrivaine et philosophe Simone Weil, à ne pas confondre avec Simone Veil avec un V, qu'on verra un peu plus tard, celle qui a fait la loi de 1975 sur l'IVG notamment. Donc Simone Veil, l'écrivaine des années 30, qui écrit un article intitulé La vie et la grève des ouvriers métallos. Alors je vous explique pourquoi les ouvriers se mettent en grève. Pourquoi les ouvriers n'ont-ils pas attendu la formation du nouveau gouvernement, celui de Léon Blum? On n'a pas eu la force d'attendre, se tenir debout, prendre la parole à son tour, indépendamment des revendications. Cette grève est en elle-même une joie. Pour la première fois et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte et la soumission. Alors elle explique les grèves de différentes manières. Alors d'abord, une joie, utilise le mot de joie, la joie de l'arrivée au pouvoir du Front populaire, la certitude qu'il y aura des changements, et ils ne peuvent pas attendre, c'est ce qu'elle écrit, on n'a pas eu la force d'attendre, il fallait montrer notre joie. Deuxième explication, c'était une façon pour les ouvriers de montrer leur fierté, pour une fois, les ouvriers n'étaient pas contraints au silence, à la contrainte, à la soumission, ils allaient montrer leur force. Ça, c'est une des premières explications de ces grèves. Il y a une deuxième explication, alors celle-là qui est plus triviale et plus à court terme, c'est que nous sommes au Havre, le 1er mai 1936, on est dans le contexte donc de ces élections, et de plusieurs ouvriers décident de chômer, de ne pas travailler ce 1er mai, qui est la fête du travail, le jour où on réclame les droits pour les travailleurs, et ces deux ouvriers des usines Breguet, sont des usines d'aviation du Havre, retenons leur nom, ils s'appellent Triboulet et Vachon, vont être licenciés par les patrons de l'usine Breguet du Havre. Et cela va enclencher une grève d'abord au Havre qui va dégénérer en grève nationale. Alors, ce sont les deux raisons. D'abord un sentiment de fierté et de joie, et puis une raison plus immédiate, le comportement absolument inadmissible du patronat qui licencie des ouvriers qui ont voulu manifester le 1er mai 1936. Je vous rappelle que le 1er mai n'est férié que depuis 1948. Ce n'est que depuis 1948 qu'on a le droit de ne pas travailler le 1er mai. Alors, cela amène des titres tels que celui-ci. Alors là, vous avez le journal socialiste Le Populaire qui annonce 300 000 grévistes à Paris. On n'avait jamais vu ça. Nouvelle grève sur place. Je vous expliquerai ce qu'est une grève sur place dans la région parisienne. Donc vraiment un mouvement qui part d'abord d'un petit événement insignifiant ou très ponctuel dans les usines Breguet du Havre et qui dégénère en véritable mouvement incontrôlable. Alors on a gardé un certain nombre d'images de ces grèves de 1936. C'est ce que le journal appelait des grèves sur place. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Les ouvriers décident non pas de rentrer chez eux, d'aller défiler dans la rue comme c'est la tradition le jour des grèves, mais ils décident de rester sur place dans l'usine et d'occuper les usines. Alors ils les occupent la journée, le soir, la nuit. Tant que le patronat ne cédera pas à nos revendications, nous ne quitterons pas l'usine qui restera abandonnée, nous resterons sur place. Donc ces occupations d'usines, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît en 1936 et qui va véritablement horrifier le patronat français. On a aussi gardé cette image de joie
dont parle Simone Veil, ce sentiment de joie et de fierté surtout. Alors ici, par exemple, vous avez les usines Olida à Levallois-Perret, en 1936, où on voit des ouvriers qui occupent l'usine et qui en profitent pour chanter, danser. Voilà, c'est à la fois un moment de fierté et un moment de lutte, hein. Il faut pas oublier quand même qu'une grève, c'est pas quelque chose de simple, hein. On perd son salaire, il y a parfois aussi des moments de tension, de violence. Donc voilà, ce sont les deux aspects de ces grands mouvements de grève massive, les plus grandes qu'on ait jamais vues jusqu'en 1936. Alors puisqu'on parle d'images de grève, on va aller voir faire un peu d'histoire de l'art. On va aller voir un grand photographe français qui s'appelle Willy Ronis. Alors sa famille est d'origine ukrainienne, lituanienne, donc l'ancien empire russe, de famille d'origine juive, et il fuit les pogroms, c'est-à-dire les massacres de juifs en 1899, et ils vont venir s'installer à Paris. Et là, Willy Ronis va découvrir la photographie, et il va devenir l'un des grands photographes de ce qu'on a appelé la photographie humaniste. Alors la photographie humaniste, c'est un courant photographique, un courant artistique qui va exister de 1930 jusqu'à 1950 environ, qui a comme objectif de photographier la vie quotidienne des gens simples. Alors les moments de bonheur, les moments de peine, mais toujours avec un regard bienveillant. Alors là, vous avez typiquement, c'est la photographie la plus célèbre de Willy Ronis, qui s'appelle Le Petit Parisien. C'est typiquement une photographie humaniste. Alors d'abord, sur le sujet, c'est très bienveillant, c'est là un élément de vie quotidienne. On voit bien ce qui a attiré le regard de Willy Ronis, un petit garçon tout mignon avec son sourire et une baguette qui est 3 fois plus grande que lui. Et puis, par la technique, alors les photographes humanistes aimaient bien se promener dans la rue avec leur appareil photo, et puis s'asseyaient sur un banc dans un café, et puis ils attendaient de voir passer sous leurs yeux une scène cocasse qu'ils immortalisent, des scènes de vie quotidienne. Donc il faut imaginer ces photographes circuler du matin au soir dans les rues de Paris, et un jour Willy Ronis en 1952 a vu ce petit garçon sortir d'une boulangerie, et il l'a immortalisé. Autre exemple de photographie humaniste, un dimanche au Louvre, 1968. Là, on voit le tableau que vous avez étudié en quatrième, qui s'appelle Le Sacre de Napoléon, par Jacques-Louis David, qui est exposé au Louvre. Et puis au premier plan, vous avez des touristes qui viennent voir ce très célèbre tableau. Et par l'effet du noir et blanc, on a l'impression que les touristes sont véritablement les spectateurs du sacre de Napoléon. Et donc voilà un exemple de la photographie humaniste. Alors, Willy Ronis, il est aussi connu, surtout connu, parce qu'il était plutôt sympathisant de gauche. Il a été membre du Parti communiste un certain temps, et il a immortalisé ces grèves de 1936, ce mouvement de joie, de fierté des années 36, et notamment, donc une fois que les grèves sont achevées, une fois que les ouvriers célèbrent leur victoire, il a immortalisé ce 14 juillet 1936 où on voit des milliers d'ouvriers. On le reconnaît à leur costume, hein, leur petit chapeau, leur petit béret. Là, c'est typiquement des populations relativement modestes qui viennent défiler à Paris, et ils viennent célébrer la victoire du Front populaire et de ces mouvements de grève. Alors qu'est-ce qui a intéressé Willy Ronis? Alors notamment cette petite fille, parce qu'elle porte tous les symboles de la République en lutte. Alors évidemment le bonnet phrygien de Marianne, juste à côté vous avez le drapeau tricolore bleu blanc rouge avec là également le bonnet phrygien, et puis surtout cette jeune fille qui a l'air très mignonne lève le poing, c'est le symbole, son père le fait également, c'est le symbole des ouvriers en lutte, le poing dressé, le symbole des ouvriers et de la révolte. Donc un exemple d'image immortalisée par Willy Ronis lors de cette période. Et puis, tout aussi célèbre, alors là on est en 1938, le Front populaire est quasiment à sa fin, il y a encore de nouvelles grèves, et Willy Ronis va immortaliser Rose Zenner, c'est la femme qui est sur l'estrade ici. Elle est la représentante d'un syndicat qu'on appelle la CGTU, un syndicat ouvrier, et elle exhorte ses camarades à se mettre en grève pour défendre les idées du Front populaire. Rose Zenner sera licenciée juste après ce discours, et elle ouvrira un petit bistrot avec son mari. Alors pour la petite histoire, Willy Ronis a dit qu'il avait eu très peur lors de la prise de cette photographie, puisque Rose Zenner il fait pas une femme faible, hein, c'est une femme à poigne, c'est une femme qui est courageuse, hein, qui a peur de rien, et il va dire qu'il était là au fond en train de photographier la scène, et Rose Zenner va lui envoyer un regard assassin, elle est persuadée
qu'il est un espion à la solde du patronat, qu'il est là pour photographier les ouvrières, pour ensuite les licencier. Et il a eu très très peur à un moment donné, donc il ne s'éternisera pas lors de cette scène. Donc voilà, vous avez quelques images de ces grèves de 1936. On verra lors de la prochain épisode quelles sont les conclusions de ces grèves, mais qui seront victorieuses, on peut déjà l'annoncer pour les ouvriers. Donc d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous les cherche. Au revoir à tous.